Alors, je ne sais pas encore, voilà, s'il y a quelques personnes connectées. Merci à Leslie de Oui Bouge de m'inviter. Bonjour à tous. Voilà, donc merci beaucoup à Leslie de Oui Bouge de m'inviter. Aujourd'hui, alors petite déception, je ne vais pas vous faire une séance de sport. Je vais plutôt vous parler en détail de ce qui se passe dans notre corps, donc surtout chez les femmes, à partir de 40-45 ans, la phase de périménopause et tout ce qui se passe autour de cette phase de ménopause, donc autour de la cinquantaine. L'idée étant d'aborder avec vous voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui fait que certaines choses changent à la fois dans notre mental et notre corps et nos mécanismes biologiques. Et puis après, aborder un petit peu quels sont les moyens naturels pour aider à remédier à cette phase de tempête hormonale et comment prendre des bonnes habitudes pour la suite parce que le métabolisme change avec l'âge et donc le sport, mais aussi l'alimentation et éventuellement certaines supplémentations peuvent beaucoup aider à cette période de la vie. Alors, merci, voilà, encore, moi je trouve que le concept de Oui Bouge est absolument très bien pensé parce que c'est hyper important d'entretenir son corps et de continuer à faire du sport, notamment à partir de 45-50 ans, où on peut avoir justement un certain affaiblissement des os et justement un métabolisme qui a tendance à tourner plus lentement, donc on va l'apercevoir. Donc bravo pour cette initiative. Et puis moi, je vais vous présenter un petit peu donc, qui je suis. Donc je m'appelle Caroline, j'ai créé la marque Millet il y a peu avec mon associé Anna, tout simplement parce que ça faisait à peu près 15 ans que je travaillais dans l'industrie de la beauté et du bien-être et que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide sidéral sur le marché en ce qui concernait des problématiques féminines un peu tabous qui arrivent à partir de 45-50 ans. Donc, n'hésitez pas à réagir, bien sûr, pendant ce live, j'essaierai de réagir comme je peux. Et en gros, l'idée est vraiment de créer une marque qui accompagne les femmes dans cette transition autour de la périménopause et l'après-ménopause. C'est pour ça que je dis la périménopause, c'est vraiment les 7 à 10 ans avant la ménopause et tout ce qui en suit, pour les accompagner à mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps, quels sont les principaux symptômes à cette période de la vie et comment y faire face. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai des amis, donc moi j'ai 39 ans, j'ai des amis à peine plus âgés que moi, j'ai vu ma mère passer par cette phase, qui en fait cherchait des produits, notamment pour tout ce qui était problématique de sécheresse intime ou d'inconfort intime, parce que c'est souvent mal identifié, qui montaient à cheval notamment, et qui avaient, en faisant du sport ou du cheval, qui avaient des vraies douleurs en fait au niveau intime, ou des douleurs pelviennes en fait mal identifiées. Et donc elles m'ont demandé de leur recommander des produits parce que ça faisait plus de 15 ans que je travaillais dans le bien-être et la beauté. Et donc j'étais habituée à screener les listings des produits et à aller chercher les bons produits qui convenaient. Et là, je me suis retrouvée dans un univers soit extrêmement médical, soit vraiment très pauvre, on va dire, avec des formulations que j'avais pas du tout envie de conseiller. Et en plus, un univers très peu lisible, c'est-à-dire qu'un coup, on vous propose des produits avec hormones, un coup sans hormones. Enfin, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de se repérer. Et effectivement, il y avait une série de symptômes qui revenaient en boucle. Donc, il y avait notamment cette sécheresse intime qui, généralement, les premiers symptômes se ressentent au cours de séances de sport, justement. Ça peut être un certain inconfort, une espèce de douleur au niveau pelvien, ce genre de choses. Le deuxième point, c'était la perte de cheveux. Alors ça, souvent, ça arrive un peu plus tôt, c'est-à-dire que la perte de densité des cheveux, même à partir, j'essaie de suivre vos commentaires en même temps. Bonjour à tous, à toutes. Et effectivement, on se rend compte que à partir de 35-40 ans, on a vraiment, et ça, moi, je l'ai vécu en direct, un affinement des cheveux et souvent une accélération du cycle du cheveu qui fait qu'on les perd plus et que les cheveux s'affinent. On estime même que vers 60 ans, on a à peu près la moitié de la densité des cheveux qu'on avait autour de 20-25 ans. Et un des troisièmes symptômes qui évidemment dans lequel beaucoup de femmes se reconnaissent et qui est souvent amplifié aux abords de la périménopause, c'est le fameux syndrome prémenstruel exacerbé, c'est-à-dire avec notamment toutes les sensations de brouillard mental, de confusion, de fatigue aussi souvent, de ballonnement, de rétention d'eau qui s'accentue, enfin voilà, ce type de phénomène. Donc n'hésitez pas à réagir parce qu'on peut insister plus ou moins sur un point selon ce qui vous intéresse.
Mais c'est en regardant le marché que je me suis rendu compte que vraiment, quand on arrivait à cette période, c'était très compliqué de se repérer et de trouver des bons produits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crée tout cet ensemble de phénomènes? Il y a évidemment tous les troubles climatériques que j'ai pas évoqués, mais qui sont assez évidents, les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps à cette période de la vie pour que ce genre de phénomène apparaisse? Eh bien, en fait, il faut savoir que donc à partir de 30 ans même, la baisse des hormones s'entame de manière très douce. Ce n'est pas un phénomène brutal, c'est un phénomène qui se fait graduellement hors intervention, hystérectomie ou ce genre de choses. Et en fait, on a déjà les progestérones. Donc, on a deux grandes hormones. Oui, après 65 ans, tout à fait, ça peut rester. On en reparlera. C'est un phénomène qui peut s'étendre sur la durée. Et en fait, cette transition de vie appelle à changer des habitudes de vie sur le long terme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès 30 ans, en fait, donc nos hormones commencent à baisser, nos hormones sexuelles plus particulièrement, que sont l'œstrogène, la progestérone et la testostérone. On oublie de parler de la testostérone, mais cela fait partie aussi des hormones sexuelles féminines. La première qui va se mettre à beaucoup baisser va être la progestérone. Et en fait, la progestérone, c'est souvent, oui, troubles de digestion et de peau, on va en reparler. La progestérone, c'est souvent l'hormone, si on veut résumer, qu'on appelle un petit peu l'hormone qui est calmante. D'un autre côté, on a les œstrogènes, qui sont souvent les hormones qu'on appelle un petit peu stimulantes. Et résultat, on peut avoir tout de suite une sensation de moins bien récupérer, d'avoir un petit peu plus de fatigue, d'irritabilité, de nervosité, parce que le déséquilibre entre voilà, œstrogène et progestérone peut s'accentuer aussi à ce moment-là, parce que les hormones ne vont malheureusement pas fluctuer de façon linéaire, mais on va être un petit peu dans une espèce de ce que j'aime bien appeler une deuxième adolescence, c'est-à-dire qu'il y a la puberté, qui est la première phase de fluctuation hormonale qui marque l'entrée dans la vie de femme. Et bien finalement, on marque une entrée dans une nouvelle période de notre vie de femme avec la ménopause, qui est un phénomène totalement naturel, mais c'est une phase de fluctuation où c'est même très difficile de mesurer les hormones. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais par exemple d'aller chez un endocrinologue, on a beaucoup parlé avec des experts et des endocrinos notamment, c'est essentiellement une science, on va dire, symptomatique. L'endocrinologue va s'attacher aux symptômes pour voir la manière dont la femme réagit, parce qu'un même niveau d'œstrogène ou un même niveau de traitement hormonal, par exemple, chez une femme, n'aura pas du tout les mêmes effets chez l'une et chez l'autre, parce que nous sommes toutes biochimiquement très différentes, avec des sensibilités aux hormones très différentes. Ce qui fait, là, vous évoquez les troubles de digestion et de peau, ça peut être très marqué chez une femme à partir d'un certain âge de manière assez brutale, et pas du tout chez une autre. Il y a beaucoup de femmes qui passent aussi la ménopause de manière très douce. Présence de duvet, bah oui, bien sûr. Quand on parle de la testostérone et les hormones androgènes, parce qu'on a des hormones fait très donc caractère féminin que sont les œstrogènes, mais il suffit que la testostérone ait un déséquilibre parce que toutes les hormones se regardent en regard l'une de l'autre. C'est un équilibre entre œstrogène, progestérone, testostérone au niveau des hormones sexuelles uniquement. Effectivement, il est extrêmement courant que soit on perde beaucoup de poils et qu'on ait presque plus de poils, soit effectivement qu'on ait un excès d'hormones androgènes, donc un excès de pilosité à ce moment-là, et en même temps avoir les cheveux qui tombent, ce qui est particulièrement injuste, mais ça peut arriver à ce moment-là. Et tous ces signes-là, en fait, sont assez peu détaillés, expliqués. Effectivement, c'est très important d'arriver à comprendre et à reconnaître tout de suite, à se former soi-même pour aller voir son médecin et pour comprendre tout de suite s'il peut être dans une situation plutôt d'avoir trop d'œstrogènes par rapport aux autres ou l'inverse pour comprendre en fait comment se repérer. Donc ce n'est pas une fatalité, je vois vos messages, oui, il se passe beaucoup de choses dans le corps nous envoie des signaux à ce moment-là, qu'il se passe un changement. C'est très difficile de mesurer via des bilans salivaires ou sanguins les hormones parce qu'en phase de tempête hormonale, bah justement, on peut prendre un dosage le matin et puis en fait, on n'aura pas du tout le même l'après-midi parce que c'est le corps qui a du mal à réguler en fait ce passage d'un état d'équilibre, on a des hormones plus hautes, à un autre. Et donc, il y a ce moment où ça s'accélère, qui est la périménopause, où ça peut être difficile à vivre. Et effectivement, il y a quelques grandes règles à connaître qui peuvent vraiment vous simplifier la vie. Par exemple, donc notamment avec la baisse généralisée des hormones, donc le but, c'est qu'elles baissent toutes les trois à peu près de la même manière pour conserver ce ratio équilibré. Mais de toute façon, avec la baisse notamment des œstrogènes, il y aura des symptômes qu'on ne peut pas
éviter, comme par exemple, alors je vois la prise de poids. Alors la prise de poids, ça fait partie des choses, on va en reparler, mais qu'on peut éviter. Mais effectivement, les troubles climatériques, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les réveils nocturnes sont typiquement un symptôme de baisse des oestrogènes. C'est même quelque chose qu'on peut voir, par exemple, chez des femmes qui viennent d'accoucher en postpartum, quand il y a une chute brutale des hormones, il arrive qu'il y ait des très très fortes sueurs nocturnes. Et résultat, pas ménopausée à 57 ans, c'est super. Vous avez de la chance, vous faites partie des chanceuses qui êtes ménopausées tard. Et si vous voulez, en fait, les œstrogènes jouent beaucoup sur la qualité de la peau, notamment l'hydratation de la peau, mais également de la lubrification intestinale et de la lubrification aussi vaginale. En fait, c'est lié vraiment à tous ces phénomènes voilà, d'hydratation et de lubrification. Et c'est vrai qu'il y a donc beaucoup de problèmes à ce moment-là, par exemple de moins bonne digestion, de moins bonne assimilation des nutriments, de changements d'humeur et de pulsions alimentaires. Tout ça, c'est extrêmement lié aux hormones parce qu'effectivement, le système hormonal est très, très lié au système nerveux. On a parlé des hormones sexuelles, mais il n'y a pas que les hormones sexuelles. Il y a les hormones thyroïdiennes, il y a tous les neurotransmetteurs qui vont agir directement sur le cerveau. On le sait bien parce que pour celles qui l'ont vécu déjà en syndrome prémenstruel, il y a des phases juste avant les règles où on peut avoir justement des espèces de pulsions alimentaires et c'est tout à fait lié à ce qui se passe dans notre corps. Donc ce qui est important, c'est déjà de bien se connaître, surtout pour ne pas se retrouver déstabilisé dans cette période, c'est-à-dire que ça se fait régulièrement de commencer à comprendre comment on fonctionne et de voir quels sont les symptômes auxquels on est le plus soumis. Je prends un exemple très concret, parce qu'il peut y en avoir plein. Si on a tendance à être beaucoup plus irritable, si on a tendance à avoir les seins un peu tendus pendant nos cycles ou avant nos règles, les seins un peu qui gonflent, qui font de la rétention d'eau, très probablement, on sera plutôt dans un phénomène de dominance œstrogénique, c'est-à-dire qu'on aura un peu plus d'œstrogène par rapport aux autres. Et donc, dans ces cas-là, il est très important d'aider à remonter. Alors, il y a deux options, soit aider de remonter le niveau de progestérone avec tous les aliments progestérone-like, soit essayer et d'éviter déjà tout ce qui peut booster les œstrogènes. Alors, qu'est-ce qui peut booster les œstrogènes? J'essaie de tout vous dire et de répondre à vos questions en direct. Donc, par exemple, les œstrogènes, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un environnement qui est très pro-œstrogénique. Ça veut dire qu'on peut même être ménopausé depuis un moment et être en dominance œstrogénique, car les œstrogènes ne s'arrêtent jamais. Ils sont toujours présents, même si c'est à faible dose et pas forcément les mêmes types d'œstrogènes, ils sont toujours présents dans le corps. Donc, pourquoi on a toute tendance à être vraiment à 80%, on parle de rétention d'eau, de prise des poids, de lourdeur, d'irritabilité, et notamment les bouffées de chaleur sont très liées aux oestrogènes notamment, la baisse d'oestrogènes. Et résultat, les oestrogènes, avec les plastiques, les perturbateurs endocriniens, l'alimentation transformée, on a vraiment tendance à être un petit peu, à avoir un déséquilibre d'oestrogènes par rapport à la progestérone. Donc là, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire, aider son foie à mieux détoxifier les oestrogènes, parce que s'il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'en fait, il y a un lien direct entre le foie et l'élimination des oestrogènes. Donc, il faut aider le corps à mieux réguler ce flux. Et par exemple, il est très important de regarder si on supporte aussi bien l'alcool, parce que si un âge, ça c'est une détection très simple pour savoir si notre foie fonctionne bien. Essayer de manger les aliments les moins transformés possibles pour simplifier la tâche au foie. Le sucre et l'alcool, ça surcharge vraiment le foie à partir d'un certain moment, et le foie n'est plus forcément capable d'éliminer mieux, de dégrader mieux les oestrogènes, donc ça va créer des pics d'hormones encore plus importants. Le foie, c'est le première centrale d'épuration du corps, mais ça fonctionne de pair avec le système intestinal. Donc, il est aussi très important de ne pas, par exemple, être constipé ou ce genre de choses, parce que finalement, ça va ne pas aider à dégrader les hormones et donc ça va pas permettre au corps de bien réguler ce qui se passe à ce moment-là. Donc effectivement, rétention d'eau, prise de poids, c'est vraiment un signe qu'il faut aider le corps à mieux réguler cela. En plus, on a le métabolisme qui baisse naturellement, c'est-à-dire que avec l'âge, au bout d'un moment, notre métabolisme absorbe un petit peu moins les nutriments, un peu moins bien. Donc ça veut dire qu'il faut encore renforcer les supplémentations, notamment alors tout ce qui est vitamine D, zinc, les vitamines du groupe B, tous ces cofacteurs qui aident à la régulation hormonale, c'est très important pour aider l'organisme à mieux réguler ça.
Et puis aussi, donc on parlait des habitudes alimentaires, donc moins d'alimentation transformée, moins de produits laitiers, faire très attention aux viandes et aux produits laitiers, parce que ça a tendance aussi à surcharger le foie et l'organisme. Il faut savoir que souvent les produits laitiers, notamment tout ce qui n'est pas bio et les viandes sont très chargées en antibiotiques et autres, donc c'est important, de rajouter, soit de choisir du bio, soit d'en consommer moins. En revanche, l'apport en protéines va être extrêmement important parce qu'avec l'âge, on a besoin de plus en plus de protéines et de plus en plus de bons gras. Alors, je sais que ça va faire hurler, mais ça, c'est très important. On a vu beaucoup d'études, on a parlé beaucoup à ce sujet à des endocrinologues et des gynécologues. Et il faut savoir que justement, les hormones, notamment les hormones sexuelles et les oestrogènes, sont créés à base de cholestérol. Donc, on a fait une très mauvaise presse pendant très longtemps au cholestérol. Or, le cholestérol, c'est la base d'un bon vieillissement aussi, d'une bonne santé hormonale, tant que c'est du bon cholestérol. J'insiste là-dessus. Mais c'est les doses globales, il faut effectivement favoriser les bons gras. Les bons gras, ce sont les oméga 3. On a tendance à trop consommer d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc, ce sont tous les oléagineux, l'huile de noix, les poissons gras, en essayant de prendre les petits poissons, donc plutôt voilà, les maquereaux et ceux qui sont moins pollués que les gros poissons comme le saumon et le thon en bout de chaîne alimentaire. Des compléments alimentaires, oui, c'est important parce que il y a quand même un phénomène dont on est absolument certain, on ne sait pas toujours à quel niveau, mais il y a deux phénomènes conjoints. L'alimentation, la qualité des nutriments en général de l'alimentation baisse avec l'âge, baisse pardon, en général, et en plus l'absorption des nutriments baisse avec l'âge. Donc il y a deux phénomènes conjoints où c'est extrêmement important de savoir que, étant donné que pour bien fonctionner, l'organisme a besoin d'avoir beaucoup de nutriments essentiels, on en a parlé, la vitamine B6, les vitamines du groupe B en général, le zinc, le magnésium, eh bien c'est extrêmement important, surtout quand on a été longtemps sous pilule ou traitement hormonal qui est un chélateur, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à consommer ces nutriments. Oui, c'est très important de surveiller, notamment par des prises de sang, ces taux de vitamine D, de zinc pour aider l'organisme à bien fonctionner. On a du mal à trouver chez le généraliste une réponse. Je ne vois rien. Le gynécologue en rajoute. Le reste est dans vos têtes. Ah oui, alors ça, c'est un truc qui est très important. Merci Martine pour la question. J'affiche les suites, mais c'est vrai que les gynécologues, le problème, c'est que quand on parle de ces phénomènes, de rétention d'eau, de troubles climatériques, pour eux, oui, je vous enverrai des liens d'articles si je vois, Sabrina. En fait, pour eux, on n'est pas encore dans la pathologie, c'est-à-dire, comme une femme en dominance œstrogénique qui va avoir, les seins, lourds et douloureux avant ses règles, elle n'est pas encore dans la pathologie, elle n'a pas déclaré un cancer. Donc on est un peu dans cette zone de flou, où les médecins, eux, forcément sont vraiment donc on a une excellente médecine en France, on a cette chance-là, mais ils sont vraiment sur des besoins, solutions, très médicaux et donc ils sont pas forcément sur une approche de bien-être, de savoir où en est votre alimentation, comment ça se passe dans votre famille. Or, bah, c'est très lié et d'ailleurs, il y a vraiment on a vu des études absolument, angoissantes, on va dire, sur ces phases-là parce que vous savez, les femmes, par exemple, ont, 17 fois plus de chances de se faire prescrire des antidépresseurs, voilà, au moment de, de la périménopause parce que c'est confondu. Il y a des symptômes qui peuvent être proches de symptômes dépressifs, mais qui sont juste liés, en fait, à des tempêtes hormonales qu'on a du mal à juguler, qui ont un lien direct avec, notre état d'esprit et notre mental et donc, voilà, c'est très important de repérer ces signaux et de savoir quoi faire. Donc il y a l'alimentation, on en parlait, très important de renforcer ses apports en oméga 3, en acides gras essentiels de bonne qualité, à privilégier des aliments non transformés, des cuissons douces, on insiste beaucoup là-dessus. Et puis, oui, alors oui, il y a le côté homme, mais il y a surtout le côté éducation, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas formés à l'alimentation et tout ce qu'il peut avoir. Je vous conseille fortement de lire, notamment les ouvrages de Anna Kabeka, qui est une gynécologue américaine que j'ai eu la chance, d'avoir au téléphone, et qui en fait, elle aborde beaucoup la manière dont en prenant plus de temps en consultation avec des patientes, a réussi à éviter des opérations lourdes, type hystérectomie, des opérations au laser pour des sécheresses vaginales, des choses comme ça, en changeant uniquement leur alimentation et leurs habitudes de vie. Dans les habitudes de vie, extrêmement important, bah, le sport.
on en parlait, c'est pour ça que je trouve que l'initiative de Oui Bouge est extraordinaire, parce qu'il y a souvent un gros décrochage au niveau des salles de sport et des cours à partir d'un certain âge. Et en fait, c'est extrêmement important parce qu'on disait que la baisse des œstrogènes, il y a aussi non seulement un risque cardiovasculaire qui va un petit peu s'accentuer chez la femme, en tout cas rejoindre celui des hommes, et en plus, il va y avoir également une fragilisation osseuse. C'est-à-dire que les os, pour bien fonctionner, et surtout à partir de 40 ans, où les os se renouvellent moins bien, les os ont besoin d'avoir beaucoup de microchocs en fait réguliers pour pouvoir se renforcer. Et donc c'est essentiellement mécanique, et donc c'est là où c'est extrêmement important effectivement de renforcer par l'exercice, par même de la marche quotidienne et par ce genre de choses, de renforcer tous les os. Il y a notamment tout le plancher pelvien dont on parle peu, encore un autre tabou. On va reparler des problèmes de sommeil juste après. Effectivement, le plancher pelvien, c'est pareil, c'est-à-dire que tous ces exercices de pilates et de yoga, où souvent on vous fait travailler de bien serrer le plancher pelvien, de bien comprendre ce qui se passe au niveau du bassin, de la ceinture musculaire, des hanches, c'est extrêmement important pour les femmes, puisqu'effectivement, la baisse des oestrogènes va aussi souvent conduire à un affaiblissement du plancher pelvien, et surtout quand on a eu plusieurs grossesses. Donc c'est très important de surveiller ça, parce que c'est comme notre centre de gravité. Et donc, tout ce qui est pilates et yoga peut beaucoup aider à faire ça. Bien sûr qu'il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider. Moi, je conseille toujours de commencer par un bilan sanguin et de commencer à voir de quoi vous manquez en particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 40 ans, on manque toujours tous de vitamine D, de magnésium, souvent de zinc. Et on parlait aussi du rapport avec la partie épidémie en ce moment. Eh bien, le zinc et la vitamine D, pour moi, sont des grands indispensables qu'on ne peut pas se permettre de laisser de côté, parce que on sait à quel point une carence peut nous rendre plus vulnérables aux infections. Donc ça, c'est sûr que zinc et vitamine D. Mais honnêtement, après, c'est du cas par cas. Et je trouve que si vous avez des gros problèmes de bouffée de chaleur, de sommeil et autres, c'est extrêmement important d'aller voir aussi un endocrinologue pour voir où vous en êtes et réajuster par rapport aux symptômes cliniques ce qui se passe dans votre corps. Typiquement, je sais, un gynécologue m'avait dit, une femme, si je lui donne, je vais lui confier alors plus, alors s'il y en a qui jouent, c'est toujours bien de savoir vers quel gynécologue vous adressez. Il y en a qui sont très formés à la phytothérapie. Et donc, ceux-là, pour vous, vont prescrire des phytoestrogènes ou voir un petit peu comment ça se passe, faire des tests. Et puis, il y en a qui sont vraiment très traitement hormonal et qui ne voient pas autre chose. Donc, si vous n'êtes pas sensible à ça et que vous voulez des alternatives plus naturelles, je vous conseille de consulter différents praticiens et d'aller voir éventuellement une naturopathe ou une endocrinologue pour avoir un bilan clair et savoir comment gérer cette phase de vie qui dure, on en reparle, mais 7 à 10 ans. Alors, cancer du sein, je réponds un petit peu à vos questions et puis je reviens sur mes thèmes. Alors, cancer du sein hormonodépendant, il y a quasiment 8 ans, ménopause chimio-induite, hormonothérapie, bouffée de chaleur, perte de cheveux, ongles fragiles. Oui, alors effectivement, alors ça c'est très important. Pourquoi on évite aujourd'hui certains traitements hormonaux substitutifs et pourquoi on est passé de plus de 40% des femmes, pardon, plus de 60% des femmes qui prenaient des traitements hormonaux substitutifs à moins de 10% aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est encore en boom de cancer du sein. Moi, il y a des choses qui montrent que l'équilibre hormonal féminin ne tourne pas toujours rond dans notre environnement. On le voit chez les petites filles où il y a des vagues de puberté précoce, mais aussi les cancers du sein, dont l'incidence, je le rappelle, n'arrête pas d'augmenter, donc c'est de mieux en mieux soigné. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On meurt de moins en moins de cancer du sein. En revanche, l'incidence ne fait qu'augmenter. Et ça pourrait être très fortement lié à ce dont on parlait, c'est-à-dire ce phénomène de dominance œstrogénique. Parce que si on a trop d'œstrogènes circulant dans le corps, on parlait des oestrogènes, les oestrogènes sont des hormones stimulants. Ils vont stimuler la prolifération des cellules éventuellement, ce qu'on ne recherche absolument pas dans un cancer. Donc effectivement, même les phytoœstrogènes, alors les phytoœstrogènes, on a très peu de recul, c'est un grand débat. Nous, dans nos produits, la gamme Millet, on a vraiment évité les phytoœstrogènes par principe de précaution. En revanche, on a épluché toutes les études. Il se trouve qu'aujourd'hui, on déconseille les phytoœstrogènes à des femmes ayant eu des cancers du sein parce que les phytoœstrogènes, donc ça peut imiter ou accélérer l'action des œstrogènes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes chez qui ça marche très bien parce que parfois, ça peut freiner l'action des œstrogènes aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, ça module l'action des œstrogènes, mais on ne sait pas toujours de quelle manière. Et parfois, ça le fait en bien. Et apparemment, ça dépendrait étroitement du microbiote des femmes. C'est-à-dire que typiquement, les femmes qui ont l'habitude de consommer beaucoup de phytoestrogènes, donc je pense notamment aux Asiatiques qui consomment beaucoup de tofu, de soja, qui sont très riches en phytoestrogènes et tous les lignanes,
eh bien, en fait, elles auraient développé un microbiote qui les fait utiliser de très bonne manière ces phytoœstrogènes. Aujourd'hui, en Europe, on estime qu'il y a seulement 30% des femmes qui auraient le même type de microbiote qui permet de bien métaboliser ces phytoœstrogènes et donc d'avoir des effets bénéfiques. Donc 30%, c'est déjà pas mal. Pour moi, ça peut valoir le coup de tester, mais il faut vraiment tester dans ce cas un mois et puis voir si ça a des effets ou non, et sinon s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cas où ça peut être nocif, donc surtout pas évidemment dans le cadre d'un cancer, hein. Laurence, quand il y a un cancer ou un antécédent, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier et tester ça. Mais pour d'autres femmes, ça peut valoir le coup de tester des phytoestrogènes, mais il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner parce qu'il y aurait que 30% des femmes qui y seraient vraiment sensibles. Donc effectivement, quand on ne peut pas prendre d'œstrogène, eh bien c'est très important d'aller vers des pratiques alternatives. Vous parlez de sophrologie, sport, yoga. Oui, il y a un lien direct avec nos hormones et c'est ça qui est magique dans le système hormonal, c'est qu'on est vraiment dans un bain d'hormones qu'il faut imaginer dynamique. Et en fait, on peut très facilement, très vite agir dessus. C'est-à-dire qu'on a 75% de notre équilibre hormonal qui dépend de notre mode de vie. Donc quand on parlait même du sommeil, des bouffées de chaleur, etc., qui sont très liées au système nerveux et au stress, comme on sait qu'avec le sport, on va aussi booster la sécrétion d'endorphines, de dopamine et de neurotransmetteurs qui sont bénéfiques au cerveau, on devrait aussi graduellement diminuer les niveaux de stress, exactement comme quand on pratique la sophrologie, le yoga ou la pleine conscience. On est dans ce genre d'exercice en plus de visualiser ce qui se passe dans le corps de la femme. Et donc concrètement, on devrait favoriser donc la mélatonine, qui est aussi l'hormone de l'endormissement, qui est une hormone également. On devrait favoriser un meilleur équilibre parce que le problème des hormones, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux ou vertueux. Comme toutes les hormones s'apprécient en taux au regard l'une de l'autre, pourquoi on a autant de bouleversements à la puberté et à la périménopause? C'est que comme il y a une chute graduelle de certaines hormones, tout le système doit se remettre en branle pour bien fonctionner. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on arrive à compenser par une meilleure alimentation, plus de nutriments, et puis aller vers des disciplines qui nous permettent d'avoir un bon taux de d'autres hormones, de booster notamment les neurotransmetteurs, ce qu'on appelle les hormones du bien-être, comme les endorphines, eh bien, ça va vraiment permettre très concrètement de rééquilibrer l'humeur, le sommeil et beaucoup de choses. Donc, plus bouger, oui, bien sûr, essentiel. Il y a une discipline dont je voulais vous parler qui est très intéressante. J'en parlais à Leslie, on en reparlera. Il y a du yoga hormonal et du yoga de la femme hein, qui est fait spécifiquement pour adresser ce type de symptômes et notamment voilà le sommeil, la perte de confiance en soi et ce genre de choses. Et c'est extrêmement intéressant. Je vous donnerai des références si vous voulez après le live, hein. N'hésitez pas à poser des questions. Mais c'est vraiment un yoga très doux. On peut jouer via des exercices, par exemple, du cou sur la thyroïde, donc qui se situe au niveau de la gorge. C'est souvent beaucoup de déséquilibre thyroïdien, d'hypothyroïdie notamment, et qui peuvent fatiguer, qui peuvent créer toutes les choses de rétention d'eau. Oui, je voyais là un petit point aussi important. Il y a beaucoup de choses en termes d'hypothyroïdie et de déséquilibre hormonaux qui mettent des années avant d'être proprement diagnostiquées. C'est-à-dire c'est encore un parcours du combattant de diagnostiquer un déséquilibre hormonal. Donc c'est pour ça que c'est très important, je trouve, nous, de reprendre un peu le pouvoir sur notre corps et d'essayer de se renseigner, de lire des choses dessus. Donc je vous conseille Anna KBK, il y a beaucoup de livres maintenant sur notre fonctionnement hormonal. Tout simplement pour pas passer à côté de certaines choses, savoir poser les bonnes questions, savoir aider les personnes chez lesquelles on va consulter, savoir mieux se guider nous-mêmes dans notre alimentation et notre hygiène de vie. Et donc, oui, le yoga hormonal, il y a des pratiques donc, au niveau de la thyroïde, au niveau des glandes surrénales, donc il se situe dans le bas du dos. C'est un yoga qui peut être plus ou moins doux, dynamique selon ce qu'on souhaite, mais qui permet vraiment d'aider en fait à mieux stimuler en fait la régulation hormonale du corps. Donc oui, c'est extrêmement important de bouger et plus on prend âge, c'est important pour conserver son squelette, pour conserver un bon mental, un bon sommeil. Le sport a vraiment une place centrale pour aider à ça. Au niveau alimentation, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Il faut savoir que rien qu'en diminuant donc le sucre, l'alcool, en privilégiant des bons acides gras et des bonnes protéines, normalement, en l'espace de quelques semaines, on peut voir une énorme différence quand on parlait au niveau de la rétention d'eau, voilà, et du mental.
notamment et de la confusion, mentale et de la prise de poids. Donc ça, ce sont vraiment il y a quelques grandes règles, que je vous invite à regarder. Alors on a essayé de faire quelques articles aussi sur notre site millet.care. Je vous remettrai des références de livres pour ceux que ça intéresse, parce que c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, un des messages que je tiens à passer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fatalité et que effectivement, s'il y a des bouffées de chaleur, des pertes de cheveux, des ongles fragiles, tout ça qui sont des symptômes de déséquilibre, au cas par cas, on peut y remédier. Il faut vraiment aller voir les bonnes personnes qui sont engagées. Donc moi, j'ai vu beaucoup de naturopathes, notamment spécialisés dans les cycles féminins et l'accompagnement de la préménopause. Et je pourrais vous donner une liste de personnes intéressantes voilà, qui connaissent par cœur ces symptômes cliniques et qui pourront vous aider. Trouver le bon gynécologue, justement, qui ne vous dira pas que c'est normal et qui vous prendra pas pour quelqu'un qui se plaint pour rien, qui soit capable d'être un peu plus à l'écoute et qui soit capable de ne pas vous prescrire soit le traitement hormonal, sinon rien. Essayez de vous renseigner, voilà, auprès de gens qui vous écoutent et puis surtout, continuer à avoir un trio effectivement, alimentation, hygiène de vie, qui soit vraiment, plus adapté. C'est-à-dire qu'on peut contrer beaucoup de choses en changeant quelques habitudes d'hygiène de vie et on peut voir très, très vite la différence. Il y avait notamment un reportage de Michel Signe il y a peu de temps sur France 2 sur les hormones justement et la santé et il y avait même des personnes qui avaient évité des typologies de diabète, enfin qui avaient des diabètes et qui avaient réussi à éviter des traitements au bout d'un certain temps, presque en fait renverser le diagnostic de diabète parce qu'ils avaient adopté une alimentation complètement différente en privilégiant des fruits et légumes, en se remettant à l'exercice, en supprimant certaines choses. Donc il y a vraiment des phénomènes d'une part réversibles, d'autre part il ne faut pas désespérer, cette tempête de phase hormonale autour de la cinquantaine est plus ou moins longue, mais il y a un moment où ça s'arrête, où ça se tarit. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On disait renforcer les supplémentations en oméga 3, en vitamines du groupe B, en zinc, voilà, les acides gras essentiels, les protéines. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup je pense que renforcer les nutriments à cette période peut être absolument crucial. Il y a beaucoup de plantes qui sont très intéressantes pour le mental. Donc là, je citerai, il y a notamment l'ashwagandha, qui est une plante assez magique, notamment en antioxydant pour prévenir les dommages oxydatifs et puis pour renforcer ça. Il y a donc tous les antioxydants en général sont très bons à prendre à partir d'un certain âge parce que ça empêche justement le stress oxydatif du corps et ça aide le corps à mieux fonctionner. Il y a le griffonia aussi, qui est une plante très intéressante pour jouer sur le moral. Voilà, la rhodiole, le magnésium, qui est extrêmement important. Donc oui, il y a toute une série de plantes aussi auxquelles on peut faire appel et qui sont très intéressantes. Et je pense que le principal, c'est d'établir un dialogue, une transmission et de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner à cette étape. Et surtout de jamais perdre confiance. Et oui, les choses peuvent s'améliorer. Elles peuvent s'améliorer beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que j'aborde un thème, que je creuse un thème en particulier? Ou éventuellement, voilà, si vous avez envie de creuser ou le yoga hormonal ou autre chose, ça peut être l'objet d'un prochain live. Mais n'hésitez pas. Est-ce que j'ai raté des questions? Ah, alors oui, des lichens vulvaires. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai raté plein de questions, donc je les reprends. Oui, les douleurs vulvaires et notamment des lichens mycoses, ça peut tout à fait être lié à des débuts de sécheresse vaginale. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé en détail. En fait, c'est un phénomène donc de baisse de lubrification qui change également donc la flore vaginale avec la baisse des oestrogènes a tendance à changer aussi à cet âge-là. Et en fait, elle peut être plus sujette à effectivement des désagréments. Et donc, elle est en tout cas plus fragile. Et donc, c'est très important aussi, si vous prenez un soin, nous c'est comme ça qu'on a développé notre soin intime, d'avoir notamment un soin qui soit riche en pré- et probiotiques pour renforcer la flore vaginale et vraiment l'hydratation aussi pour protéger la zone au moment où la zone est moins bien protégée par la lubrification naturelle. Est-ce qu'une hystérectomie partielle ou totale induit une absence de ménopause? Non, malheureusement non. Moi, j'ai des proches qui ont eu des hystérectomies, donc totales, et en fait, ça crée des ménopauses souvent assez brutales, en fait. Et c'est là où je suis très étonnée que les médecins n'en parlent pas plus. Moi, j'ai connu beaucoup de femmes qui ont eu des hystérectomies, on leur a pas parlé de sécheresse vaginale, on leur a pas parlé
de sueur nocturne, autre chose comme ça. Et non, il y a une baisse très brutale, en fait, dans ces cas-là, plus brutale d'ailleurs, des hormones, et donc ça peut empirer les phénomènes. Hystérotomie il y a 5 ans, beaucoup de bouffées de chaleur et prise de poids après une phlébite, je ne sais pas, j'ai le droit aux hormones. Stress et problèmes de sommeil. Bah, tout ce que vous décrivez, on est vraiment dans la partie, effectivement, la partie des symptômes de la ménopause. Donc, phlébite et hormones, moi, je ne conseille pas. De toute façon, bon, après, ça a à voir avec votre médecin. Moi, je rappelle, je ne suis pas médecin. Euh, les hormones, le traitement hormonal substitutif, il y a quand même pas mal de contre-indications dans certains cas. Moi, j'ai tendance à dire que si on peut essayer de commencer, sauf si c'est très brutal, ou dans le cadre de ménopause très précoce, par exemple, parce que faut savoir que les hormones aussi protègent le système cardiovasculaire et beaucoup de choses. Moi, j'ai tendance à dire, essayez de commencer avec des choses un peu plus naturelles, changez vos habitudes de vie, faites-vous accompagner, et après, si vraiment avec votre médecin, en faisant un bilan, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'aller vers un traitement hormonal, allez-y. Mais on a eu tendance à trop se précipiter vers ce type de traitement. Que pensez-vous des yaourts au soja? Écoutez, les yaourts au soja, ça peut très bien convenir. On en a parlé rapidement. Il y a 30% des femmes à qui ça réussit très bien de prendre des phytoœstrogènes régulièrement. Le soja est une des plantes les plus riches en phytoœstrogènes. Il y a notamment des laits de soja et des yaourts qui sont vraiment très très chargés en phytoœstrogènes. Attention à ne pas les prendre d'un coup si on ne sait pas où vous allez. À la limite, essayez ce que je disais tout à l'heure pendant un mois. Regardez si ça vous fait du bien, si vous avez l'impression que ça atténue les symptômes. Dans ce cas, ça veut dire que vous avez un microbiote adapté et que ça vous convient. Sinon, je ne recommanderais pas forcément. Alors, les pertes vaginales. Ah non, le yoga hormonal, je voyais la réflexion, c'est pas forcément cher, hein. Je peux vous conseiller, on a une très bonne praticienne qui s'appelle Clémentine Chatroussa, je pourrais vous donner les coordonnées, qui fait des cours notamment en visio. Non, non, c'est pas, le yoga hormonal n'est pas plus cher, c'est un praticien qui est cher par rapport à un autre, mais il n'y a pas de différence. Alors les pertes vaginales avec la baisse des oestrogènes, eh ben, il y a deux phénomènes différents qui peuvent se passer. Le plus courant, c'est la perte de lubrification et donc la perte d'hydratation au niveau intime. Mais il y a un autre phénomène qui peut être en fait la fluidification aussi, et donc on peut avoir des pertes vaginales de plus en plus importantes avec une lubrification beaucoup plus fluide et gênante aussi. Dans les deux cas, c'est souvent rattaché à un déséquilibre hormonal et ça ne se traite pas de la même manière. Je ne sais pas si c'était la question, n'hésitez pas. J'ai repris le sport, j'ai plus bouffé de chaleur, il reste les petits kilos logés à la taille. Ah oui, alors un point important, oui, il y a des modifications métaboliques au cours de la ménopause. Et effectivement, eh bien, la prise de poids autour de la taille qui va en fait avec la modification des hormones, ça modifie un petit peu notre corps et donc ça va tout à fait avec ça. Alors après, il faut se rassurer d'un certain point. Oui, on a tendance à prendre du ventre et de la taille autour de la ménopause, mais ça peut aussi avoir un effet protecteur de ce qu'on a vu dans certaines études, puisqu'en fait, le tissu adipeux aussi, alors pas évidemment quand je ne parle pas d'obésité ou de choses comme ça, mais un peu de tissu adipeux en plus peut favoriser la production des oestrogènes et donc finalement conduire à conserver un meilleur équilibre hormonal au cours de la vie. Supporte moins la chaleur l'été, oui. Alors ça, les troubles climatériques, ça peut agir là-dessus. Comment trouver un professionnel à l'écoute? Je suis désolée, j'essaie de suivre le rythme, mais vous avez beaucoup de questions, donc je les reprendrai une à une. Eh bien, écoutez, il y a des sites très bien faits là-dessus. Moi, je vais mettre une liste de partenaires aussi sur la page de mon site, donc millet.care là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent un parcours du combattant en dialoguant avec beaucoup de femmes. Il y a aussi un site qui s'appelle Medfem, M-E-D-F-E-M, qui est très bien fait pour trouver des bons praticiens à l'écoute des femmes. Les crèmes hormonales à mettre localement sur les parties génitales. Oui, tout à fait. Moi, je suis beaucoup plus d'ailleurs pour les traitements hormonaux topiques que ceux à ingérer, parce qu'il y a normalement, c'est plus doux, il y a une meilleure biodisponibilité. Oui, vous pouvez tout à fait essayer. Je pense que le principal dans les cas de sécheresse vaginale, c'est aussi de bien comprendre ce qui vous convient, c'est-à-dire en termes d'application. Si vous voulez un produit, la texture, nous on a beaucoup travaillé une texture par exemple qui n'est pas coulante parce que les femmes disaient beaucoup que les ovules, notamment aux hormones, étaient très coulantes. Donc finalement, ça les gênait autant même quand elles faisaient du sport ou d'autres choses. Donc voilà, après, trouvez ce qui vous convient. Mais c'est vrai que quand on met des hormones en point de vue génital, ça agit très vite tout de suite sur le confort. En revanche, ce qui se passe souvent aussi, c'est que dès qu'on arrête, le phénomène s'arrête. Voilà, une autre question. Je voulais faire un témoignage. Oula, donc là, on n'est pas du tout là-dedans. Oui, des pertes abondantes. Oui, on en parlait, tout à fait. Des pertes très abondantes.
Ça peut être dû tout à fait aux hormones. Après, il faut toujours vérifier effectivement en faisant un prélèvement pour voir s'il n'y a pas d'infection, si ça peut pas être autre chose. Mais je sais que le phénomène autour de la périménopause, c'est beaucoup plus rare. Mais il y a des femmes qui peuvent avoir justement des pertes beaucoup plus abondantes. Et comment remédier à la pilosité? Eh ben, c'est une très bonne question parce que ça, c'est très courant. Et merci, Wibouche, d'avoir cité Medfem. Eh bien, en fait, la pilosité, c'est cet excès d'androgène qui peut à la fois faire créer plus de poils. On parlait même le phénomène de petite moustache, avoir plus de poils au niveau du visage et en même temps de perdre plus ses cheveux. Et bien là, il faut agir donc sur la testostérone. Donc, il y a des anti-œstrogènes qui peuvent être prescrits par un médecin qui marchent très bien, très vite. Ou alors, encore une fois, adapter son alimentation. Donc ça, je vous renverrai vers en fait, des ouvrages plus détaillés là-dessus. Mais adapter son alimentation pour avoir une alimentation voilà, plutôt anti-œstrogène et favoriser le reste. Voilà. Merci Pascaline. Donc voilà, Caroline de Millet.care et je vous donnerai effectivement, je répondrai à vos questions. C'est très large d'aborder l'équilibre hormonal, c'est très large d'aborder les changements physiologiques qui se passent dans le corps et dans la tête à partir de là. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on essaiera de revenir à vous le plus précisément possible et de vous donner des sources. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Leslie, est-ce que tu as une autre question éventuellement ou si vous avez un thème que vous voulez voir abordé en particulier? Merci à vous en tout cas pour votre écoute et toutes ces questions. Je pense que c'est important aussi de voir que beaucoup de femmes se reconnaissent dans ces symptômes. Voilà, que vraiment c'est pas une fatalité et donc allez vous renseigner pour pouvoir venir plus armé quand vous allez voir le médecin ou l'accompagnant, ce qui vous permettra de trouver des pistes alternatives beaucoup plus agréables à vivre. Oui, tout à fait. Hormones, c'est un mot qui fait peur. En plus, on a tendance à avoir beaucoup délégué le thème. On a voilà, fait des enfants, fait pas d'enfants. On a beaucoup délégué nos hormones avec la pilule et autres. Et effectivement, oui, il y a un grand mouvement. C'est intéressant ce que vous dites, Martine, parce qu'il y a un gros mouvement de défiance autour de la pilule aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fait plus suite au scandale deuxième ou troisième génération de pilules ou si c'est tout simplement une prise de conscience des femmes plus de leur corps. Mais effectivement, il y a beaucoup de femmes, il y a presque 40% des femmes maintenant en âge de procréer qui ne prennent plus la pilule et qui s'orientent vers des solutions plus naturelles. Et nous avons, oui, nous on a des compléments alimentaires qui sont, oui, pardon, alors c'est vrai que je parle pas beaucoup de Millet, j'ai oublié. Donc Millet, oui, c'est une marque qu'on propose notamment, donc on a essayé d'agir sur les principaux symptômes. Alors moi, je déteste les surpromesses, je préfère donner des pistes parce que je pense que la première piste pour mieux le vivre, c'est vraiment une prise en charge globale, donc de comprendre ce qui se passe dans notre corps et ce qui va, ce qui va pas. Donc on propose 3 produits sur lesquels on sait qu'on peut agir à des bons résultats. C'est donc un gel intime pour tout ce qui est donc sécheresse vaginale, on en a parlé, et protection de la flore vaginale et microbienne. On a vraiment voulu le faire comme un produit cosmétique, voilà, sophistiqué avec des actifs à l'efficacité prouvée là-dessus pour vraiment renforcer la zone et l'aider à retrouver son état d'équilibre. On a créé aussi donc un complément alimentaire, vous en parliez, qui est pour aider à mieux passer notamment cette phase au niveau de l'humeur, parce que je trouve que si on n'est pas bien dans notre peau, et ben, c'est extrêmement difficile de prendre toutes ces bonnes résolutions et d'arriver à être droit dans ses baskets. Donc on travaille beaucoup sur l'humeur et le sommeil avec des plantes vraiment adaptées au métabolisme féminin. Je ne promets pas que ça réduira les bouffées de chaleur de toutes. On a eu beaucoup de très bons avis sur les bouffées de chaleur, mais malheureusement, ça peut être des phénomènes plus longs et les femmes n'ont pas du tout les mêmes réactions. Donc en abaissant le stress, on espère que ça va au moins diminuer le phénomène, mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas promettre, mais en tout cas sur l'humeur et le sommeil, on a d'excellents résultats. Et puis, on a développé un sérum pour les cheveux, justement, pour celles qui se retrouvent confrontées à des pertes de cheveux diffuses. Et surtout, vous savez, les pertes de cheveux qui arrivent voilà, sur l'avant du crâne, les tempes, qui sont typiquement un signe de problème d'ordre hormonal. Voilà. Eh ben, merci à toutes. Merci beaucoup pour vos commentaires et merci d'avoir été si actives. Et un supplément de vitamine D, oui. Alors très important, en plus j'ai eu des réponses très précises voilà, sur la partie vitamine D. En fait, l'idéal, pour en avoir parlé avec plusieurs micronutritionnistes, c'est de prendre les ampoules de vitamine D. Vous savez, celles qu'on prend avec des grosses doses qu'on prend pour une période de 3 à 6 mois, en général 3 mois.
et de complémenter en prenant 100% des apports en vitamine D tous les jours, parce que finalement, il y a un bon équilibre entre le premier qui va donner une grosse dose, mais qui ne tient pas forcément dans la durée, et l'autre qui va apporter une dose journalière recommandée. On est quasiment tous carencés en vitamine D. Il y a extrêmement peu de problèmes de surdosage en vitamine D, notamment des formes de vitamine D naturelles. Donc oui, il faut se supplémenter. Et effectivement, même chez les jeunes, les pilules génèrent des problèmes hormonaux. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes et notamment, on en parlait récemment. Alors, c'est très difficile de savoir, notamment au niveau des endométrioses, syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que est-ce que c'est mieux identifié aujourd'hui, mieux diagnostiqué, ou est-ce qu'il y a plus de problèmes? Mais ça pourrait être lié à des problèmes de dominance œstrogénique. Donc oui, avec un environnement qui favorise beaucoup les œstrogènes, la pilule peut poser problème. Et le site, oui, c'est millet.care. Je le mettrai dans les commentaires si vous voulez. Merci. Merci Leslie. Les noms des produits, oui, oui, je vous les enverrai. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit Leslie, mais merci, les cadeaux qui sont prévus. J'ai beaucoup de retard sur vos messages. Au niveau des cadeaux, et ben avec Leslie, on va vous faire un petit jeu concours. Et donc, on permettra d'offrir les produits Millet et sûrement un abonnement aussi à WeBouge. Donc, on vous en reparle très, très vite dans un petit post, mais on sera ravis de pouvoir vous faire tester. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous voulez qu'on creuse d'autres sujets. Et donc aujourd'hui, oui, pardon, donc, comment commander les gels intimes? Bah, aujourd'hui, donc notre site n'est pas encore lancé, mais on monte une campagne sur le site Ulule, ULULE, où vous pouvez retrouver nos produits Ulule en tapant Millet ou Millet Care, M-I-Y-E. Voilà, et les bilans sanguins, oui, ça m'étonne pas. La vitamine D, on est tous carencés, et encore plus à la fin de l'hiver, et encore plus quand on est plus enfermé à la maison. Donc oui, la vitamine D et le zinc, je le répète, mais vraiment, je le conseille à tous, surtout aujourd'hui. Et puis, continuez à bouger avec Leslie et Charles de WeBouge, parce que je pense que c'est au moins aussi important en termes de prévention pour la santé, et les experts n'arrêtent pas de le rappeler, que effectivement avoir les bons nutriments. Leslie, j'ai oublié quelque chose? Je suis vraiment la plus mauvaise commerciale. On vous partagera le site et Leslie, je pense qu'on va faire un petit post très vite sur ce qu'on permet de vous offrir, mais on sera ravis voilà, d'offrir. Donc, je rappelle les noms des 3 produits. Il y aura donc, c'est My Gel Intime rééquilibrant, hydratant et rééquilibrant, My Sérum Cheveux anti-chute et densifiant et My Équilibre Féminin Bio. Voilà. Donc, c'était un vrai plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous. Et puis, on refait ça très vite aussi. On va refaire un live sur le compte Instagram de la marque Millet avec Leslie qui va expliquer où il bouge. Et on vous offre très vite des produits pour vous remercier de votre écoute. Merci beaucoup.